Dans cette troisième partie, nous allons voir quels sont les processus par lesquels les glaciers façonnent le relief et quelles sont les formes caractéristiques du modelé glaciaire. Au cours du Quaternaire, la Terre a connu plusieurs cycles de glaciation durant lesquels le climat était globalement plus froid qu'actuellement. Par conséquent, le volume de glace était plus important et les glaciers s'étendaient au-delà de leurs limites actuelles. La dernière glaciation se produit entre 100 000 et 10 000 ans avant le présent. L'extension maximale des glaciers est atteinte il y a environ 20 000 ans, au cours d'un épisode appelé dernier maximum glaciaire. Vous voyez en bas à droite une carte paléogéographique du monde lors du dernier maximum glaciaire. Comme vous pouvez le constater, les continents de l'hémisphère nord sont couverts par des inland seas jusque dans les moyennes latitudes. Le volume d'eau stocké dans les glaces étant plus important qu'aujourd'hui, le niveau marin était plus bas de 120 mètres. Ces cartes paléogéographiques vous montrent l'extension des calottes glaciaires au cours de la dernière glaciation en Amérique. Comme vous pouvez le voir sur la carte de gauche, la Patagonie est alors couverte par la calotte de Patagonie, où la dernière glaciation a reçu le nom de glaciation de Llanquihue. L'étendue de la calotte glaciaire de Patagonie est représentée en blanc, et l'étendue des champs de glace actuels nord et sud de Patagonie est représentée en gris foncé. L'Amérique du Nord est à moitié couverte par deux inland seas, la calotte de la Cordillère à l'ouest et la calotte Laurentide à l'est, qui s'étendait au sud jusqu'à l'emplacement actuel de New York. La dernière glaciation en Amérique du Nord porte le nom de glaciation du Wisconsin. L'Europe du Nord est couverte par la calotte phéno-scandinave qui s'étend sur la péninsule scandinave, les pays baltes, le nord de la Pologne, le Danemark et la majeure partie des îles britanniques. La dernière glaciation est appelée glaciation vistulienne en Europe de l'Est et glaciation déventienne dans les îles britanniques. Les Alpes et les Pyrénées sont également occupées par des calottes glaciaires. La dernière glaciation est appelée Würm dans les Alpes. La calotte glaciaire alpine alimente de vastes lobes de piémont émissaires, comme le glacier du Rhône, qui atteint la position actuelle de Lyon lors de l'avant-dernière glaciation ou Risse, et s'arrête 20 km plus en amont lors du Würm, à l'emplacement actuel de l'aéroport de Saint-Exupéry, comme l'illustre cette reconstitution. Si on a une idée très précise de l'étendue des glaciers anciens, c'est parce qu'ils laissent des traces derrière eux, des formes d'érosion d'une part et des formes de dépôt d'autre part, qui modifient le relief originel pour façonner le modelé glaciaire. Le modelé glaciaire hérité des anciennes glaciations se retrouve donc dans des régions aujourd'hui libres de glace. Intéressons-nous d'abord aux formes d'érosion. Du fait du fluage et du glissement basal, l'écoulement du glacier génère des frottements avec le substrat rocheux. Ces frottements sont à l'origine de deux processus d'érosion. Premièrement, l'abrasion. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'abrasion consiste en la fragmentation de la roche causée par les frottements avec les particules transportées par la glace. D'autre part, sous l'effet de la contrainte exercée par la poussée du glacier, les fragments de roche fragilisés par la structure interne du substrat, comme des fentes, des failles, des plans de stratification ou des discontinuités lithologiques, sont mis en mouvement au contact avec le glacier. C'est ce qu'on appelle le délogement. L'abrasion produit des marques de petite dimension sur les surfaces rocheuses en contact avec le glacier. Les stries et les cannelures sont des marques rectilignes parallèles au sens d'écoulement du glacier. Les stries sont creusées par les frottements entre le substrat rocheux et les particules plus solides mues par le glacier, exactement comme des rayures sur un capot de voiture. Les stries ont quelques millimètres de large et les cannelures plusieurs centimètres. En voici plusieurs exemples provenant des Alpes et de Patagonie. Les flèches blanches indiquent le sens d'écoulement de l'ancien glacier. Les broutures sont des marques en forme de croissant à la concavité tournée vers l'aval ou bien vers l'amont. Lorsqu'elles recouvrent entièrement le substrat rocheux au contact avec le glacier, les marques d'abrasion forment des surfaces polies, aussi appelées polyglaciaires. Si le substrat rocheux présente des hétérogénéités de résistance à l'abrasion glaciaire, l'érosion différentielle met en relief des buttes présentant une face exposée à l'amont abrasée en pente douce. À l'aval, les plans de fragilité du substrat rocheux sont exploités par le délogement, ce qui forme une face en pente forte et ouvre une cavité à la base du glacier. La forme d'érosion asymétrique résultante est appelée roche moutonnée. Elle permet donc de reconstituer le sens de l'écoulement glaciaire.
En voici un exemple au Cerro Benítez en Patagonie chilienne, formé lors du dernier maximum glaciaire. On distingue des broutures à concavité orientée vers l'amont sur la face abrasée. Si la pression exercée par le glacier est trop importante pour ouvrir une cavité en aval, ou si le substrat ne présente pas de plan de fragilité exploitable par la glace, la face aval de la butte est également abrasée. La butte prend alors une forme allongée, relativement symétrique. C'est ce qu'on appelle un dos de baleine. Voici un petit dos de baleine, couvert de stries glaciaires à l'aval du glacier Gray en Patagonie chilienne. La limite supérieure de l'abrasion glaciaire d'un versant est appelée trimline. Elle sépare la partie supérieure des versants, qui présentent des surfaces découpées, façonnées essentiellement par la gélifraction, de la partie inférieure qui présente des surfaces polies par l'abrasion glaciaire. Voici l'exemple de la trimline de la mer de glace. Elle se trouve au-dessus du glacier actuel. Elle marque donc la hauteur maximale atteinte par le glacier dans le passé. Dans les glaciers tempérés, l'incision du substrat par les écoulements d'eau de fonte à la base du glacier forme des chenaux sous-glaciaires, appelés chenaux de nid, de dimensions relativement modestes de l'ordre de quelques mètres de large, ou des vallées-tunnels qui atteignent plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres de large. Voici un exemple de chenaux de nid incisé dans un substrat rocheux conglomératique au Cerro Benítez en Patagonie chilienne. La largeur du chenal central est d'environ 5 mètres pour 2 mètres de profondeur. Et voici un exemple de réseau de vallées-tunnels, le labyrinthe de la vallée de Wright en Antarctique. Les plus grandes vallées atteignent environ 600 mètres de large pour 250 mètres de profondeur. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les glaciers de cirque façonnent des dépressions semi-circulaires délimitées par des versants escarpés, appelés cirques. Voici un exemple de cirque glaciaire, aujourd'hui libre de glace, en Patagonie chilienne. L'érosion du substrat rocheux par plusieurs glaciers de cirque adossés à une montagne forme un sommet pyramidal appelé horn. Les versants de chaque cirque sont délimités par des lignes de crêtes escarpées appelées arêtes. Le plus célèbre horn alpin est sans doute le mont Cervin dans les Alpes suisses, que vous avez sans doute déjà aperçu sur les emballages d'une célèbre marque de chocolat suisse. Un cirque glaciaire peut être fermé à l'aval par une butte mise en relief par l'érosion glaciaire différentielle. C'est ce qu'on appelle un verrou glaciaire. Après le retrait du glacier, le fond du cirque fermé par un verrou glaciaire peut être occupé par un lac appelé Tarn. En voici un exemple dans les Pyrénées espagnoles. Vous distinguez les versants du cirque à travers la brume en haut et le verrou glaciaire à droite. Voici un autre exemple de Tarn, le lago Torres au pied des Torres del Paine en Patagonie chilienne, que nous avons déjà vu dans le chapitre 1. Contrairement aux cours d'eau, les glaciers, en raison de leur épaisseur, érodent à la fois le fond et les versants des vallées. Les vallées érodées par les glaciers présentent donc des sections transversales en forme de U. On les appelle donc vallées en U ou bien auges glaciaires. Le schéma à gauche vous montre les 3 étapes de la formation d'une vallée en U. Premièrement, en période interglaciaire, l'érosion fluviale façonne une vallée en V, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2. Ensuite, en période glaciaire, la vallée est occupée par un glacier. L'écoulement glaciaire abrase le fond et les versants de la vallée. Et enfin, après le retrait du glacier, la vallée présente une section transversale en U. La plupart des vallées alpines et pyrénéennes présentent une section en U car elles ont été façonnées par des glaciers lors de la dernière glaciation. En voici un exemple dans les Pyrénées espagnoles, la vallée d'Aragon à Astún. Une vallée glaciaire est parfois surplombée par une vallée de dimension plus modeste façonnée par un glacier tributaire. C'est ce que l'on appelle une vallée suspendue. La différence d'altitude entre la base du glacier tributaire et la base du glacier émissaire, au débouché de la vallée supérieure dans la vallée inférieure, forme une rupture de pente convexe abrupte appelée gradin de confluence. Après le retrait des glaciers, le gradin de confluence peut être incisé par un cours d'eau. L'érosion régressive du lit fluvial forme alors une gorge, dite de raccordement.
L'érosion différentielle du fond des vallées glaciaires forme des dépressions appelées ombiliques qui peuvent être occupées par des lacs après le retrait du glacier. Voici un exemple de lac d'ombilique, le lac du Crozet en Isère, fermé par un verrou glaciaire à droite, renforcé par un barrage artificiel. On trouve également des lacs d'ombilique dans le massif du Jura, comme le lac du Grand Maclus au premier plan ou le lac d'Illet à l'arrière-plan. Les grands lacs alpins, comme le lac de Neuchâtel et le Léman en Suisse, et le lac d'Annecy en Haute-Savoie, que vous voyez ici, ou encore le lac du Bourget en Savoie, sont des lacs d'ombilique formés lors de la dernière glaciation. Les grands lacs bleus du sud de la Patagonie sont également des lacs d'ombilique creusés par les grands lobes glaciaires émissaires de la calotte de glace de Patagonie lors de la dernière glaciation. En voici plusieurs exemples. Le lago Sarmiento, le lago del Toro, le lago Nordenskjöld, le lago Péoé dans le massif du Painé, ou encore le lago Sofia. À la fin d'une période glaciaire, le volume de glace diminue. D'après vous, où se retrouve l'eau auparavant stockée dans les glaciers? Eh bien c'est simple, elle est transférée aux océans via les fleuves. Par conséquent, le niveau marin remonte lors de la déglaciation. Les vallées glaciaires côtières occupées par d'anciens glaciers à front vélant sont submergées. Elles forment alors des bras de mer étroits qu'on appelle des fjords. En voici un exemple, le fjord d'Ultima Esperanza en Patagonie chilienne. Vous distinguez de part et d'autre du fjord les versants escarpés et polis façonnés par l'abrasion glaciaire de l'ancienne vallée. Les fjords sont à l'origine du trait de côte découpé à l'extrême des régions de haute latitude aujourd'hui partiellement englacées, comme le Groenland ou la péninsule antarctique, et des anciennes régions englacées de moyenne latitude, comme les côtes scandinaves, les côtes écossaises, la côte ouest de l'Alaska et du Canada, et la côte ouest de la Patagonie que vous apercevez ici. À l'extrémité sud des Amériques, les lobes émissaires de la calotte de Patagonie ont façonné au cours des glaciations successives un réseau de vallées glaciaires submergées à la fin de la dernière glaciation, formant ainsi le détroit de Magellan, qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et dont nous fêtons en 2020 le 5e centenaire de la découverte par le navigateur portugais Fernand de Magellan.